technique. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être ici. Merci à tous ceux qui permettent à cette soirée d'avoir lieu. D'abord à Frédéric Lordon qui a pu se libérer ce soir. Merci à tous les membres du groupe X Alternative qui ont permis que ça ait lieu. Merci à toute l'assistance. À tous les gens qui peuvent permettre que ce genre d'événement ait lieu. Les gens qui gèrent la salle, les gens qui la nettoient, etc. Tout ceci ne pourrait pas avoir lieu sans eux. Pour commencer, je vais peut-être présenter très très rapidement Frédéric Lordon, parce que c'est un exercice très risqué. Donc je vais le faire en 2 mots. J'ai un peu l'impression de présenter Marx et Spinoza à la fois, donc je vais m'arrêter là. Pour la blague, je présente une 3e personne en lui-même. C'est Morpheus de Matrix, si vous avez vu le film. Parce que quand on le lit au bon moment, et que... c'est le chauve, hein? C'est le grand noir, oui. Merci. Quand on le lit au bon moment, il nous affecte comme il faut, et on ne peut plus revenir en arrière. Ce qui peut parfois vous coûter, puisque vous vous retrouvez dans un chemin de pensée qui devient difficile à assumer, et qui devient difficile à maintenir par rapport à des gens qui ne vous connaissaient pas comme ça. Voilà pour la présentation de Frédéric Lordon. Je pense que vous le connaissez mieux que moi. Je vais juste présenter très rapidement le groupe X Alternative, qui est un groupe formé parmi les anciens et les élèves de l'école polytechnique, qui est apparu d'un manque qui nous a sauté aux yeux pendant les grands actes des Gilets jaunes, d'un espace de parole libéré. C'est quelque chose qui avait déjà eu lieu, ce genre de manque, et je vais passer la parole à Gaïa pour parler d'événements qui ont eu lieu il y a 15 ans à ce sujet-là. Bonsoir à tous. Donc, avant de commencer le jeu des questions-réponses avec Frédéric Lordon, on voulait vous citer rapidement une lettre qu'on avait retrouvée dans le journal La Jaune et la Rouge. Donc, La Jaune et la Rouge, c'est le journal des anciens élèves de l'école polytechnique. Donc, c'est une lettre qui a été publiée il y a une 20aine d'années, qui portait, où l'auteur pointait la prévalence d'une forme de pensée unique dans la vie associative de l'école. Donc rapidement, je vous cite l'extrait qui nous intéresse, vous comprenez pourquoi je le cite. Lorsque je lis le programme des petits déjeuners polytechniciens de l'année passée, j'y vois qu'y interviennent des chefs d'entreprise, le président du MEDEF, des ministres du gouvernement actuel, bientôt le Premier ministre. Dois-je y chercher la preuve indéniable d'une certaine ouverture d'esprit, d'une universalité polytechnicienne? Ou suis-je malhonnête lorsque j'y vois principalement les représentants du gouvernement et du patronat français? Serais-je qualifié de réactionnaire si je m'inquiète des forts liens tissés entre la communauté polytechnicienne d'une part et les représentants d'une caste dirigeante et puissante d'autre part? Enfin, quand verrons-nous au petit-déj de l'X des penseurs ou des activistes porteurs de notre message, de notre projet, ou des représentants de la France d'en bas? Voilà, ça c'était en 2003. Merci. Donc voilà, c'est fait. Donc on a créé en septembre, après 6 mois de travail X Alternative, qui est un groupe du coup qui ne s'inscrit pas franchement dans la pensée dominante. On vous laisse aller lire nos statuts et notre appel. On est plus de 150 aujourd'hui inscrits parmi les anciens et les élèves. On monte des conférences comme celle de ce soir, et on monte également des groupes de travail qui peuvent vous intéresser si vous avez des compétences ou des envies de vous exprimer vous-même sur des sujets que vous trouvez lacunairement traités par la communauté que vous connaissez, par votre communauté. On a monté par exemple un groupe de travail sur l'industrie, un groupe de travail sur l'enseignement supérieur et la recherche, un autre sur finance et économie, et on cherche des volontaires pour continuer l'expérience. Ceci étant fait, on va passer directement aux questions parce qu'il y a quand même 7 pages. Donc juste pour présenter, un des problèmes qu'on avait au tout début à la première Assemblée Générale, c'était mais pourquoi faire venir des gens comme Frédéric Lordon? Qu'est-ce qu'ils pourront nous raconter de plus que ce qu'on entend déjà quand on les écoute partout? Alors pour répondre à la question, on a dit posez vos questions vous-même, comme ça vous aurez la réponse que vous attendez. Et donc on a reçu 15 questions, chacune en plusieurs morceaux. Frédéric les a redécoupées et organisées par bloc.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire alternativement avec Gaïa un petit bout de bloc chacun jusqu'à ce qu'ils puissent y répondre. Alors, bloc numéro 1. Convenir du monde opératoire, point. Si on part du principe que la cible visée est le système capitaliste et le néolibéralisme, dont l'hégémonie est indéniable, la question du mode opératoire pour son renversement n'est-elle pas fondamentale ? À savoir, cette alternative peut-elle raisonnablement advenir au terme d'un processus électif classique dans le contexte français, où l'arrivée au pouvoir de l'actuel président a largement réduit la capacité des partis de gauche à prétendre sérieusement à l'exercice du pouvoir ? Entre parenthèses, en supposant toutefois que ces partis de gauche soient le meilleur vecteur pour l'émergence de cette alternative. Deuxième question. Dans le cas d'une hypothèse peu probable d'une victoire de notre camp à moyen terme, 2022 ou après, ça va tanguer sévère, entre parenthèses, médias, marché, patronat, police. Quelle articulation entre nos principes démocratiques et humanistes et la nécessité de, ouvrez les guillemets, la guerre contre les Blancs et la violence fomentée par le mur de l'argent, entre parenthèses, pas seulement sur la scène financière ou bancaire, mais aussi judiciaire, voire, entre guillemets, constitutionnelle. Nos ennemis qui ne manqueront pas d'utiliser des armes au sens très large, très puissantes, confèrent Amérique latine, Grèce, etc., mensonges, violences, guerre des prix alimentaires, etc. Autrement dit, on ne va pas mettre en place des goulags, bien sûr, mais quelle communauté de salut public construire et avec quels outils ? Question numéro 3. Le thème porte à penser l'après et c'est important, crucial même. Mais l'actualité depuis maintenant 1 an étant ce qu'elle est, on a du mal à se sortir de la question préalable. Comment renverser la table, le pouvoir en place qui la tient, pour s'y substituer et mener à bien l'alternative ? Militer, convaincre les gens pour gagner l'hégémonie culturelle, politique bien sûr, mais encore une fois, vu l'ambiance, on se dit que ça ne peut pas suffire. On se demande si est-ce encore raisonnable de jouer le calendrier électoral. Si oui, qu'en dire, que faire ? La FI ayant donné espoir de pouvoir gagner l'État et amorcer le changement avant d'effectuer une sorte de retour en arrière lamentable post-2017. On semble à nouveau se retrouver sans force politique constituée pour mener cette bataille. Peut-on construire quelque chose d'ici 2022 ? Un mélange de gilets jaunes et du mouvement social actuel. Dans le cas contraire, là encore, que faire ? Une grève générale suffirait-elle à faire basculer le pouvoir ? Valable en partie pour 36 et 68 semble-t-il, mais aujourd'hui. Face à un pouvoir jusqu'au boutiste, qui a l'air de préférer l'escalade de la répression et avec des années de défaites précédentes. Comment y résister et sortir vainqueur alors ? Les forces n'étant pas inépuisables, ne faudrait-il pas inévitablement frapper vite et fort ? Très fort. Je lis moi-même la 4e, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Dans votre nouveau livre « Vivre sans », vous remettez au goût du jour l'idée de grand soir. Pourtant, dans un précédent livre, « Capitalisme, désir et servitude », vous disiez, page 198, eh oui. Aussi, le libre épanouissement de chacun, condition du libre épanouissement de tous, est-il une affaire moins simple que ne le suggèrent Marx et Engels dans le manifeste ? Et le meilleur moyen de sauver l'idée d'émancipation est sans doute de rompre avec l'idée du grand soir de l'émancipation, irruption soudaine et miraculeuse d'un ordre de rapports humains et sociaux tout autre. Ouch. Est-ce une évolution de votre part ou bien trouvez-vous compatible ce que vous dites actuellement avec ce que vous disiez jadis ? Alors, vraiment, la personne qui m'interroge est aimable à souhait, mais vraiment, hein, mon objectif n'est pas de vous mettre face à vos contradictions pour vous embêter, mais bien de comprendre votre cheminement intellectuel et ce qui motive ces éventuelles évolutions. Vous comprenez que je n'ai aucun sens moral pour lire cette question, mais je me suis douté que si je ne la lisais pas, ça se verrait, et forcément, bon. Alors, peut-être qu'il faut que je commence... Je suppose que vous avez vu l'unité de ces questions, n'est-ce pas, et pourquoi je les ai réunies dans un seul et même bloc. Donc je vais commencer par l'accident personnel. Mais non, ça n'est pas... plus exactement, c'est pas, je sais bien que ce n'est pas pour m'embêter qu'il faut me mettre face à mes contradictions ou à mes transformations. Il me semble que c'est le moindre des devoirs de l'intellectuel que de répondre de ses déplacements, de ses erreurs, de ses retournements s'il y en a, etc. etc. Donc... poser des thèses dans le champ intellectuel, c'est prendre le risque de dire des conneries. Ça finit toujours par arriver. En voilà un exemple. J'en ai d'autres au compteur, hein, le cas échéant. Je voudrais revenir sur celle-ci quand même parce qu'il me semble qu'elle est très représentative de ce que c'est que de penser dans une conjoncture. Moi, j'ai été formé à l'économie dans le courant hétérodoxe qui s'appelle la théorie de la régulation,
à partir de la deuxième moitié des années 80, quand j'ai commencé à faire ma thèse avec Robert Boyer. En fait, la contradiction que pointe ici cette personne qui m'interroge est vraiment le signe d'une transformation profonde dans le champ des intellectuels qui, sans que les intellectuels ne s'en rendent compte, distillent ces autorisations et ces interdictions. Il y a des choses qu'on s'autorise, c'est une espèce de sens commun implicite que personne n'a à verbaliser. On sait ce qu'on a le droit de penser, on sait ce qu'il vaut mieux éviter de penser, etc. Bon, moi, au milieu des années 80, penser le dépassement du capitalisme, la sortie du capitalisme, ça n'était plus dans aucune tête. Or, c'était dans les têtes des régulationnistes fin des années 70, quand ils avaient posé les bases de leur propre théorie. C'est ça qui est très intéressant. Je me souviens un des ouvrages fondateurs de la théorie de la régulation, qui avait été écrit par Robert Boyer et Jacques Mistral, qui s'appelait « Accumulation, inflation, crise », et qui se terminait en posant la question de savoir en quoi pourrait consister une trajectoire de sortie de la crise du Fordisme, puisque c'est ça qu'ils étaient en train de diagnostiquer. C'est là-dessus que la théorie de la régulation s'est édifiée. Et de manière très symptomatique, ils avaient donné deux réponses. La première, c'est le régime d'accumulation fordiste est en train de venir à l'épuisement, il passe par un point de crise. Et il va livrer passage à un autre régime d'accumulation qui viendra derrière, c'est-à-dire à une métamorphose, mais dans le capitalisme. Mais il y aurait peut-être une autre solution, terminaient Boyer et Mistral à l'époque, qui serait d'envisager que la crise du régime d'accumulation fordiste puisse muter en crise terminale du mode de production capitaliste lui-même, et que penser un au-delà du capitalisme, ça devait être à l'agenda des économistes hétérodoxes et notamment marxistes. C'était en 1978. Ce type de phrase a entièrement disparu de tous les écrits régulationnistes par après, y compris des miens. Alors moi, je suis socialisé intellectuellement, si vous voulez, donc dans la deuxième moitié des années 80, c'est-à-dire vraiment dans le fond du trou, quoi. Il faut que vous sachiez que on ne trouvait plus le Capital de Marx en librairie. C'était plus à la FNAC, ça va sans dire, mais c'était même plus dans cette librairie distinguée qui a péri de s'être vendue à Bernard Arnault, la Une. Mais pour acheter le Capital, il fallait, c'est ce que j'ai fait, aller dans des librairies spécialisées, pour ne pas dire des officines. C'est tout juste, on n'avait pas l'impression de rentrer dans un sex shop. Enfin, et c'est vraiment très très spécial. Il ne restait que les éditions de Moscou. Donc moi j'ai le Capital dans les éditions de Moscou. Et donc pendant toute cette deux décennies, les régulationnistes, à qui normalement ce devoir aurait incombé, ont déserté ce chantier intellectuel de d'accord, on est à la peine, mais quand même, le dépassement du capitalisme est une ligne qu'il ne faut pas complètement lâcher. Et là, à cet égard, je dois dire qu'il y a quelque chose qui est central dans la philosophie d'Alain Badiou, c'est dans le concept très particulier qu'il élabore, c'est la fidélité. Il faut tenir le point. Et il faut tenir le point envers et contre tout, et contre l'hostilité des temps. Les temps étaient hostiles, mais nous, on a lâché le point, donc je suis obligé de le dire. Et en 2009, je me souviens, c'était un colloque de la régulation, et j'avais rappelé ce passé un peu défaillant des régulationnistes, puis j'avais récidivé dans un article de la revue, en disant mais quand même il y a quelque chose, nous avons déserté ce sujet. Bon. Et peut-être qu'il serait temps d'y revenir. En 2009, n'est-ce pas, 2 années après le déclenchement de la crise des subprimes, qui a été un ébranlement dont on n'a pas fini de voir les effets. Je veux dire, ce que nous vivons actuellement on est encore dans l'onde de choc, n'est-ce pas? Bon. Et moi, tardivement, si vous voulez, j'ai été bougé, plus exactement, j'ai été bousculé par la crise. Et donc, ces idées-là, sortie du capitalisme, révolution, communisme, grand soir, ça a commencé à recirculer dans ma tête, mais de manière un peu désordonnée. Si bien que je peux plaider à la fois coupable et non coupable vis-à-vis de cette personne qui m'interroge, puisque coupable, je viens de le faire, non coupable au sens où, en réalité, je suis presque dédouané par la bêtise de ma définition du grand soir. Évidemment, le grand soir n'est pas une irruption soudaine d'un ensemble de rapports sociaux inédits, tout armés, etc. C'est pas comme ça que les choses se passent, n'est-ce pas? Donc, la définition du grand soir, telle que je l'envisage actuellement, n'a rien à voir avec ce que je disais à l'époque. C'est le grand soir comme moment de confrontation, et c'est à ça que nous renvoient les 3 questions qui précédaient.
Alors là, il faut que je fasse un petit détour. Régis ne tombe pas en syncope, donc je vais passer un peu de temps sur ce premier bloc, mais c'est pour lui seulement. Donc pas d'extrapolation linéaire. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Non, mais bien sûr. Oui. Alors, voilà, le détour que je voudrais vous proposer passe par une sorte de caractérisation de ce que c'est que cette formation sociale qu'on appelle le néolibéralisme, et dont je suggère qu'il peut être ressaisi dans 3 dimensions. La dimension économique, c'est la plus commune, une dimension politique et une dimension anthropologique. Je commence par la dimension anthropologique. L'énorme paradoxe, c'est que là où les néolibéraux ont passé leur temps dans la moquerie historique de l'Union soviétique ou de la révolution culturelle chinoise, l'une et l'autre ayant pour ambition totalement démesurée de refaire l'homme, le néolibéralisme vise exactement la même chose en réalité. C'est pour ça que c'est une révolution anthropologique, le néolibéralisme. C'est l'une de ces dimensions qu'on ne peut pas louper, sinon on passe à côté du truc. Il y a cette dimension anthropologique, et je dirais même culturelle, ce qui serait une manière de lui réappliquer le thermony de révolution culturelle, qu'il avait réservé comme une infamie à d'autres expériences historiques, et pourtant dont il relève tout autant. Le néolibéralisme veut refaire l'homme. Il veut refaire l'homme comme homo economicus, comme entrepreneur de son existence, gestionnaire optimisateur de son accumulation de capital humain, etc., etc., parlant la nouvelle langue des DRH, etc. Et quand Macron parle, comme il y a quelques jours, de l'humanité efficace, c'est là, ça c'est un symptôme du néolibéralisme comme révolution culturelle, bon, qui est un fameux cauchemar, par parenthèse. Et puis, il y a la dimension politique. Alors, c'est à ça que je veux en venir. Comment on pourrait caractériser la dimension politique du néolibéralisme ? Eh bien, je dirais que dans sa dimension politique, le néolibéralisme consiste en un processus de transformation continue des structures en vue d'un approfondissement indéfini du pouvoir de domination des dominants. Voilà ce que c'est que le néolibéralisme. Donc, si vous voulez, il y a cette indéfinité et cette continuité du processus qui sont sa marque la plus caractéristique, et dont on voit la trace dans le remaniement profond qu'a connu ce que, de plus en plus, je suis tenté d'appeler l'économie morale des classes dominantes. Je fais référence ici à ce concept qui a été avancé par Edward Thompson, qui est un fameux historien britannique, qui avait écrit une monumentale histoire de la classe ouvrière au XIXe siècle, et qui parle de l'économie morale des classes populaires. Bon, je pense que le concept est disponible pour un réemploi, mais sur d'autres catégories sociales, et notamment sur les dominants et la classe bourgeoise. Et cette économie morale de la bourgeoisie, cette économie morale des dominants, c'est remanié dans des profondeurs telles que on assiste à ce que j'ai appelé dans le livre Vivre sans, un déplacement monumental de la position psychique du capital. On comprend très bien pourquoi. Son pouvoir n'a pas cessé de progresser, son pouvoir stratégique, ses latitudes, ses marges de manœuvre, etc. Il a engrangé conquête après conquête, et puis alors tout s'accélère, maintenant ça rentre comme dans du beurre. Et il y a, si vous voulez, un nouveau pli, n'est-ce pas, qui s'est formé et qui est caractéristique de cette économie morale remaniée de la classe dominante, un pli qui est le pli de la sûreté de soi, l'intransigeance, le refus désormais catégorique de tout compromis, de toute négociation, de toute transaction. Comme on le voit d'ailleurs, si vous voulez, l'histoire récente regorge des épisodes qui en attestent, n'est-ce pas? De sorte que cet espace du compromis négocié, qui s'était ouvert, créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel prospéraient les institutions de la social-démocratie, cet espace est en voie de fermeture tendancielle, et bientôt il ne restera plus rien. De là, notamment, la faillite de toutes les organisations qui prenaient part, plus ou moins, au jeu de la social-démocratie. Les partis, bien sûr, mais les syndicats aussi. Et ne vous trompez pas, je ne parle même pas ici de la CFDT, puisque de fait, la CFDT, elle est passée de l'autre côté. Donc, si c'est un partenaire social, voilà, vous voyez, c'est une espèce d'appendice lointain du MEDEF, qui dénié comme tel, évidemment, parce qu'il faut, je veux dire, on a sa fierté et son image de soi préservée. Mais dans les faits, c'est quasiment ça. Non, c'est un syndicat comme la CGT qui est très, très menacé par cette fermeture de cet espace intermédiaire, qui est vraiment en train de se réduire, à rien. Et cette fermeture a pour effet de, si vous voulez, déguiser l'antagonisme social jusqu'à lui donner de plus en plus la pureté d'une lutte de classe au sens marxiste du terme.
Et comme l'espace du compromis est définitivement annulé, notamment aussi du fait que les gouvernants sont à l'abri dans la forteresse des institutions de la Ve République. Hein. Ce qui signifie que les classes populaires peuvent demander, appeler, crier, hurler, etc. Rien ne parviendra jusqu'aux oreilles, ou si ça parvient jusqu'aux oreilles, il ne s'en suivra aucun autre effet, il n'y aura pas de liaison dans l'esprit, vous voyez, il ne se passera rien. Donc forcément, ça restreint, ou ça aiguise, ou ça radicalise le choix des moyens, mais parce qu'une radicalité en appelle une autre, n'est-ce pas ? Je veux dire, la radicalité des dominants, qui est première, hein, en l'occurrence, puisqu'ils n'ont pas cessé de pousser leur avantage, etc., nous a conduit à cette situation dont les Gilets jaunes sont la première manifestation la plus caractéristique. Alors, la première, non, ça avait commencé à chauffer déjà avec la loi travail, etc., etc. Si bien que, dans cette situation qui est tout à fait nouvelle, en effet, je ne crois plus du tout à la possibilité d'une solution électorale de sortie à froid, disons, ou de transformation significative, mais à froid du néolibéralisme, tout simplement parce qu'en face, tout sera refusé et tous les moyens seront déployés pour s'opposer à la moindre transformation. Bon. Alors évidemment, là, vous voyez, d'emblée, ça nous précipite dans des enchaînements historiques qui sont tout à fait vertigineux. Moi, je me suis livré dans cet ouvrage à une sorte d'expérience de pensée qui imagine l'arrivée d'un gouvernement de gauche. Alors, bon, tournons pas autour du pot. Hein. On imagine, voilà, il y a un gouvernement, la France insoumise, et il y a un président Mélenchon. Il se retrouve au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, je suis désolé, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement est torché en 2 semaines. Et encore, estimation large, c'est le haut de la fourchette, hein, optimiste. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les forces les plus colossales du capital et du capitalisme se déchaîneraient contre lui, à commencer par les forces du capitalisme financier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'avril 2017, lorsque l'hypothèse, le carré de tête se resserrait et qu'une hypothèse, Mélenchon au 2e tour, a commencé à prendre consistance, on a vu aussitôt l'inquiétude gagner les marchés financiers et les spreads de taux avec l'Allemagne s'ouvrir. Bon. Alors, c'est une crainte qui a reflué, etc., etc. Mais il faut imaginer une configuration dans laquelle, voilà, Mélenchon, Le Pen au 2e tour, bon, globalement, oui, c'est Mélenchon qui va passer. Mais alors là, ça serait une furie. Si vous voulez, les marchés financiers fixeraient les taux d'intérêt à un niveau qui mettrait la politique économique de Mélenchon échec et mat, avant même qu'il ait posé une fesse dans son fauteuil. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait considérable, hein. Le taux d'intérêt vous sabote instantanément tous vos efforts de politique économique. Ce serait une tempête spéculative dont on ne peut même pas imaginer la force. Alors, il faut se rappeler de ce qui avait eu lieu en 1983, par exemple, et multiplié par 500. Parce qu'entre-temps, vous savez, la déréglementation des marchés de capitaux a fait du chemin. Les masses ont été centuplées. Donc, c'est des effets d'une puissance terrible. Et je ne parle que de ça, mais il faudrait parler d'autres choses qui sont évoquées par certaines des personnes qui m'interrogent, à savoir le sabotage de l'investissement par le capital industriel, les médias absolument déchaînés, glapissant comme des putois tout à longueur de journée que la France est en faillite, pour ne rien dire des menées de l'État profond. Enfin, vraiment, ça serait une hostilité quasiment insurmontable qui aurait pour effet de reconduire ce gouvernement de gauche à un point de bifurcation radical qui n'est pas autre chose que celui par lequel est passé Alexis Tsipras en 2015, mais alors dans des proportions et des intensités démultipliées, point de bifurcation d'où il n'y a que deux issues et deux seulement, à savoir s'affaler ou bien passer à autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Bon, c'est là que c'est compliqué, n'est-ce pas? Cette autre chose, c'est celui, il faut dire les choses clairement, cette autre chose, c'est la guerre à outrance telle qu'elle aurait été ouverte par les forces du capital, par les forces de ce qu'il faut bien appeler, d'un mot ancien, hein, la réaction, je veux dire, si vous voulez, c'est la forme historique de la contemporaine de la réaction, hein, c'est ça, qui lâcherait absolument tout, de sorte que cette expérience serait reconduite à une alternative de vie ou de mort, ni plus ni moins.
Et alors là, ça précipite en effet dans des enchaînements historiques qui sont tout à fait... on sort de toute la normalité politique et institutionnelle, celle dont nous avons l'habitude. Donc on ne contemple pas ce genre de perspective sans un certain tremblement, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je crois profondément, c'est que ce sont toujours les dominants dans l'histoire qui fixent le niveau de la violence. Voilà. Forcément, c'est eux qui ont à lâcher, puis ils ne veulent pas lâcher. Alors, selon les moyens qu'ils emploient, alors la contre-offensive contre la réaction prend telle ou telle forme. De sorte que lorsque l'une des personnes me demande quels moyens avons-nous, lesquels sont envisageables, lesquels ne le sont pas, ma réponse, ça serait qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ces questions. Je veux dire, l'histoire ne se pose pas ces questions. Si vous me permettez une hypostase, elle impose ses nécessités selon la conjoncture. C'est-à-dire que ça puisse gravement merder un processus révolutionnaire, mais qui ne le sait? Évidemment, oui, ça peut très mal tourner, ces choses-là. Mais ça peut aussi ne pas. Alors, ça dépend des situations. Moi, j'analyse rapidement dans le livre ce qui s'est passé dans certaines expériences tout à fait récentes, celle du Rojava, celle du Chiapas, où, en effet, on a eu des processus de transition qu'on peut bien qualifier de révolutionnaires, puisque ce sont des institutions tout à fait inédites qui sont surgies, armaturant des rapports sociaux tout à fait neufs, etc. Et pourtant, sans en passer par la convulsion ultime de la guerre civile révolutionnaire. Mais chacune de ces expériences avait ses caractéristiques propres, paradoxales parfois, qui lui ont permis de faire cette économie. Est-ce que ce serait le cas en France? Hélas, je n'en crois rien. Bon. Voilà, donc je ne vous en dirai pas beaucoup plus à ce sujet, sinon que je pense que c'est mieux quand on regarde des choses en face avant et qu'on n'est pas surpris pendant. Voilà. Non, mais j'aimerais, sérieux, j'aimerais vous dire autre chose, mais je n'y crois pas. Vous avez compris ce qui s'est passé quand même il y a un an. C'est parce que le 8e arrondissement était à feu et à sang et que vraiment que les bourgeois du 8e commençaient à faire dans leur benne, qu'il s'est passé quelque chose, ou même qu'il a failli se passer quelque chose, puis qui a été rattrapé après, etc. Donc voilà, si vous voulez, c'est l'état de la domination qui fixe les seuils où il faut en arriver pour qu'il se produise quelque chose. On passe au bloc numéro 2. Première question, qui porte sur la constitution d'une masse critique organisée. Le système actuel, compte tenu de sa puissance extrême, ne peut laisser sa place que face à une remise en cause massive des populations. Or, les mouvements revendicatifs sont très hétérogènes, volontairement indépendants et probablement peu efficients sur la durée. N'est-il pas nécessaire de canaliser cette énergie d'une manière ou d'une autre? Et si oui, comment? Question suivante. Comme vous le suggérez en fin de votre livre, que je n'ai pas encore lu et je m'en excuse, ce sera beaucoup pardonné. Ou le développer dans des interventions comme celle chez Hors Série. Si on devait résumer la ligne à tenir, ce serait donc: la force doit venir de la rue, et quand même un gouvernement progressif de gauche devait parvenir au pouvoir, il faudra qu'on y adosse une farouche menace populaire pour qu'il sache qu'il n'a pas d'autre issue que de tenir tête au capital. Et comme vous le notez avec un certain vertige, entre guillemets, se pose la question de la violence. En 2 mots, entre guillemets, aux armes, symboliquement ou pas. Même si j'en partage l'analyse, ne pensez-vous pas que c'est précisément la raison qui explique le succès d'une pensée du vivre hors, entre guillemets, de la sécession, plus que du grand soir, que vous lui opposez, entre parenthèses, ou du moins dont vous appelez à ce qu'elle se complète? J'entends par là le fait que la prise d'armes, la question de la violence, la révolution, en un mot, engage fortement sur le plan judiciaire. Certains en savent quelque chose. Ne pourrait-ce pas être là ce qui en dissuade, et en contraste donne du crédit à l'espoir d'une sécession sans risque, entre guillemets, car on sait ce qu'il advient des ZAD au niveau de la répression. Mais au moins ce risque est reporté à plus tard, moins immédiat. Finalement, là encore, la question n'est-elle pas comment vaincre la peur politico-judiciaire? On pourrait arguer que quand le peuple est dos au mur, il n'a plus peur. Ils nous ont tout volé, même la peur, lisait-on au Chili. Mais n'est-ce pas attendre trop tard? Si une révolution tarde à venir, ne risque-t-elle pas d'être d'autant plus propice à être rattrapée par toutes les éventualités, en particulier les moins progressistes? Alors, une question par un anonyme téméraire. Vous avez déclaré que vous étiez un penseur et pas un homme d'action. De mémoire, peut-être après le relatif échec de Nuit debout. N'est-ce pas l'action qui manque aujourd'hui et pas la pensée ni le diagnostic?
Qu'est-ce qui vous empêche d'être un homme d'action? Ce qui vous en empêche serait-il aussi ce qui en empêche tous les autres? Et dans ce cas, ne faut-il pas tenter de le dépasser? Bon, là aussi, je pense que la cohérence du bloc doit vous apparaître. Le thème, c'est... Moi, j'ai noté pour moi coordination parce que j'ai un passé d'économiste, mais ça serait comment produire le nombre. La première question qui m'est adressée, qui est celle des mouvements hétérogènes et de leur dispersion, m'a fait immanquablement penser, enfin m'a fait revenir des souvenirs de théorie des jeux et penser à ce qu'on appelle l'équilibre de Nash dans un jeu non coopératif. Je vais tout de suite expliquer de quoi il retourne. On aimerait bien faire l'économie des organisations, des structures, et on connaît leurs tendances à la capture, à l'ossification, à l'apparatchitisation, etc., etc. Mais en face, alors ça, là, pour le coup, les pinsons Charlot n'ont pas cessé d'insister là-dessus, en face, il y a une classe consciente d'elle-même et bien organisée. C'est-à-dire des gens qui savent ce qu'ils veulent et où ils vont. Eh bien, face à des gens qui savent ce qu'ils veulent et où ils vont, nous devons savoir ce que nous voulons et où nous allons. Et si nous ne le savons pas, nous serons défaits. Nous serons défaits par dispersion, ni plus ni moins. Alors, je m'empresse de dire que l'organisation, si vous voulez, ça n'est pas à comprendre comme L''O majuscule. Hein. Ce n'est pas le parti bolchevique, l'organisation. Du reste, regardez la forme organisationnelle, parce que c'est bien de ça qu'il faut parler, de la classe d'en face. C'est une espèce de réseau d'organisations variées, de clubs, de cercles, de fondations, etc. Assez dispersés, mais avec une très forte unité, une très forte homogénéité de vue, etc. Et c'est ça, en réalité, c'est ça qui fait la coordination. Ces gens-là regardent dans la même direction. Alors, ce qui aide également, c'est que comme finalement, ça n'est jamais que le syndicat des détenteurs des pouvoirs sous toutes leurs formes. Bien sûr, là, évidemment, il y a une coordination qui se trouve produite de fait. Mais oui, on ne peut pas déserter la question de la coordination et de l'organisation. Alors, à cet égard, j'ai un point d'accord et un point de désaccord avec l'autre question qui fait remarquer à raison hein, que dans l'enchaînement historique, dramatique finalement, que j'évoquais tout à l'heure, se pose la question de la prise d'armes, la question de la violence, et comme dit cet interlocuteur, ça engage, et ça engage fortement sur le plan judiciaire, ça c'est vrai. Il enchaîne en demandant, ne pourrait-ce pas être là ce qui en dissuade et en contraste donne du crédit à l'espoir d'une sécession sans risque, entre guillemets, car on sait ce qu'il advient des ZAD au niveau de la répression. Mais alors là, je ne peux pas être d'accord avec lui, mais même les guillemets sont insuffisants, parce que les gens qui ont défendu la ZAD, alors c'est peu dire hein, qu'ils ont payé de leur personne. Là, vraiment, et ceux qui défendent les ZAD, je vous rappelle qu'il y a eu un mort à la ZAD de Sivins, hein, tout de même. Donc, si ce n'est pas la forme maximale de l'engagement, qu'est-ce que c'est? Et même pour les autres, là, je dois dire que j'ai suffisamment de désaccords tactique ou stratégique, plus stratégique d'ailleurs, avec les partisans de la thèse de la désertion ou de la destitution, etc., pour être bien certain par ailleurs que quand il s'agit de s'engager judiciairement et physiquement, c'est pas le courage qui leur manque. Hein. Ça, alors là, ils sont nombreux, là, eux aussi, à avoir payé de leur personne. Hein. Donc, ça mérite plus que des guillemets. Il reste la question générale. La question n'est-elle pas comment vaincre la peur policio-judiciaire? Alors oui, c'est ça la question en effet. Et on ne la vainc que par la coordination de la multitude. Je fais un petit détour spinoziste, hein, mais il y a une des personnes qui m'interroge qui a parfaitement compris ce que je dis là-dessus, donc c'est une incitation à laquelle je ne peux pas résister. Les institutions ne tiennent que par l'adhésion passionnelle de la multitude. Elles ne sont que ça, en définitive. Ça n'est que l'adhésion passionnelle de la multitude qui fait l'autorité de ceux qui ont autorité, qui fait l'autorité des institutions. Mais aussitôt que cette adhésion passionnelle tombe, aussitôt que les courants de la puissance de la multitude refluent des objets institutionnels qu'ils avaient investis, alors les institutions sont à poil, elles sont privées de toute force, et elles s'écroulent séance tenante. C'est exactement ça que
alors dans un article récent, mais qui en fait était une sorte de traduction appliquée d'un travail académique antérieur. Enfin, c'est ça typiquement que j'appelle le moment Potemkin. Dans le cuirassé Potemkin, il y a, pour ceux qui l'ont vu et s'en souviennent, il y a dans la première partie, hein, celle qui se passe sur le bateau lui-même, il y a un contraste qui est extrêmement impressionnant, qui est souligné entre, d'une part, l'obéissance des matelots, tant que l'autorité militaire est en régime, et ce qui se passe au moment où cette autorité vient à s'effondrer, précisément parce que l'adhésion passionnelle s'est défaite. Et il y a un moment où on voit le commandant, qui est une espèce de sexagénaire ventripotent, là, qui chope 2 matafs et qui les fout par terre comme ça. 2 matafs, jeunes, pétants de santé, etc. Et on voit bien que c'est autre chose qui fait que les 2 matafs vont à terre, n'est-ce pas? C'est que le combat est inégal. C'est qu'il y a une force supplémentaire qui s'engage, qui est engagée du côté du commandant du bateau. Et cette force supplémentaire, c'est précisément ce qui constitue l'autorité institutionnelle en propre, c'est-à-dire un certain courant de puissance de la multitude et une certaine adhésion passionnelle. Et puis alors, bascule, c'est la mutinerie. Et alors à ce moment-là, les matelots se retrouvent face à l'officier. Et là, il n'y a plus de commandant, il n'y a plus de matelot, il n'y a plus de hiérarchie, puisqu'il n'y a plus d'institution. Il n'y a plus que 2 bons hommes face à face. Et c'est le plus costaud qui gagne. Et ce n'est pas l'officier. Voilà. Donc c'est ça le moment Potemkin, c'est quand l'autorité des institutions s'effondre. Et cette autorité ne s'effondre que lorsque le grand nombre s'est coordonné de fait ou d'organisation pour faire mouvement dans une autre direction que celle qui est assignée par l'autorité institutionnelle. Et c'est ça qui nous protège. C'est ça qui fait tomber la peur. Au début, oui, il y a, comme au Chili, puisque c'est une autre des personnes qui dit... non, c'est la même, qui dit, voilà, le peuple est dos au mur, il n'a plus peur, ils nous ont tout volé, même la peur. Bon. Il y a des gens qui n'attendent pas le nombre pour s'engager. Alors, ils sont admirables, hein. Moi, mais je ne fais pas partie d'eux. Hein. Et du coup, la question d'après me demande, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être un homme d'action? Réponse, parce que j'ai peur. Mais oui, je veux dire, il ne faut pas... Et nous sommes, et comme il dit... est-ce que ça ne serait pas ça aussi qui empêche tous les autres? Exact. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, soit on a été rendu dans cette situation où, n'ayant plus grand-chose, et peut-être même plus rien à perdre, on peut aller à des formes d'engagement que les autres personnes, qui ont encore pas mal à perdre, n'adopteront pas. Pas tout de suite. Mais qu'elles n'adopteront que quand, comme moi, elles trouveront à être au chaud au milieu du nombre. Et c'est pour ça que la coordination, la production du nombre, la coordination du nombre, c'est pour ça que c'est vraiment le point absolument décisif. Il ne faut pas demander aux gens d'être des héros. Je veux dire, il y en a, hein. Mais, comme disait une réplique cinématographique célèbre, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre. Bon. Donc on ne peut pas mettre la révolution sous une condition d'héroïsme, comme on ne peut pas mettre en général la politique sous des conditions de sainteté ou de vertu. C'est des mauvais calculs, ce n'est pas des bons calculs stratégiques. Donc la force de ceux qui n'ont pas le pouvoir, la force de ceux qui sont du mauvais côté du manche, c'est le nombre coordonné. Ça a toujours été ça, n'est-ce pas? Et moi, c'est ça que j'appelle le grand soir. C'est la production du nombre coordonné, qui n'est pas autre chose que la définition même de la révolution qui était donnée par Trotsky dans son histoire de la révolution russe. Hein. La révolution, c'est l'irruption violente des masses dans le domaine où se règle leur destinée. Vous voyez, tout est dit. Hein. Voilà. Troisième bloc, 2 toutes petites questions. Première, poser le problème et partager l'analyse. Alors, les masses susceptibles de se mobiliser pour cette alternative, entre parenthèses type gilets jaunes, infiltrés et autres corporations, ne devraient-elles pas se doter au préalable d'une compréhension objective de base des mécanismes actuels à l'œuvre dans la société, de manière à inscrire leurs revendications dans un ensemble théorique qui les renforce? Si oui, comment organiser à grande échelle ce partage d'analyse? Au vu de la faillite des partis et syndicats de gauche, quelle solution voit-il pour faire émerger des cadres politiques du peuple? Alors, réponse en 3 temps.
premier temps, jadis, il y avait les écoles du parti, les écoles des syndicats. C'était des formes institutionnelles peu connues, sauf des militants, mais qui étaient d'une importance considérable. Je veux dire, des générations de militants ont été formés dans les écoles de parti, dans les écoles de syndicats, ont connu des niveaux de conscientisation, de connaissances économiques, politiques, sociales, qui étaient tout à fait impressionnants. Je veux dire, il y avait là la production d'une classe ouvrière très conscientisée, très éduquée, etc. Et puis les mauvais temps sont venus et tout ce réseau à demi formel s'est défait. Il s'est défait, alors à la place, bon, la nature ayant horreur du vide, comme dit l'autre, d'autres choses ont refleuri plus tard, qui ont formé ce réseau informel de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Mais alors, pour le coup, je veux dire, il y a plein de manifestations de ça. Je vous prenais les Amis du Monde Diplo, les repères de là-bas si j'y suis, les conférences gesticulées de Lepage, enfin, je veux dire, des associations comme ça, les universités populaires, bien sûr. Il y en a des bottes. Alors c'est des choses aussi qui sont tout à fait sous les radars des pouvoirs, qui ne se rendent pas compte que ça turbine dans les tronches. Ça, les gens, mais ils ne le savent pas. Ils le savent pas. Puis un jour, pan, ça leur vient dans la gueule, ils ne comprennent rien. Bon, ça, vraiment, ça... Parce qu'il s'est passé énormément de... Les déplacements, c'est intime, d'abord. Vous voyez, ça commence comme ça, et il s'en passe beaucoup, ce qui est d'ailleurs... C'est là qu'on voit, mais cette espèce de bêtise crasse des médias qui, alors sans doute de manière tout à fait projective, n'ont jamais comme geste plus pressé que de prêter leurs propres conneries à leur public. Ah non, il ne faut pas qu'on leur fasse des choses trop compliquées. Bah oui, non, mais c'est pas parce que vous êtes des abrutis que vos prospects le sont nécessairement, quoi. Bon. Et en réalité, il y a une demande absolument... il y a une demande débordante de ce genre de choses et qui rencontre son offre maintenant. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Troisième temps, je serais tenté de reprendre la première question en disant, j'espère que la personne qui me l'a posée ne m'en tiendra pas rigueur, que il ne faut pas aller trop loin dans cette direction, c'est du mauvais léninisme. Je relis. Et les masses susceptibles de se mobiliser ne devraient-elles pas se doter au préalable d'une compréhension objective de base des mécanismes actuels à l'œuvre dans la société, de manière à Alors non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je me suis dit que ça devait être une question de polytechnicien. C'est-à-dire d'un esprit qui est très très marqué par ça. Alors, on fait le cursus, on passe par les écoles, on apprend plein de choses, et puis alors après on se pose, on réfléchit. Alors voyons, soit la révolution R2 égale, machin, etc. Et non, alors non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'éducation, elle se fait à vitesse accélérée dans le mouvement. Pour une raison très simple. Bon, d'abord parce que ce sont des expériences d'une manière générale. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Vous avez vu à quelle vitesse ils se sont déplacés. Ça part comme un truc de la taxation, le gasoil, ça fait chier les radars, machin, etc. Et on se termine avec, on met en cause l'ISF, les institutions de la démocratie, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait impressionnant. Et donc, d'une manière générale, ces expériences-là sont transformatrices. Je veux dire, les gens sont... Alors là, pour le coup, j'ai quelques désaccords en termes de philosophie politique avec Deleuze, que par ailleurs j'adore tant, mais avec le concept de devenir, il nous a laissé une belle chose. Voilà. Les gens sont pris dans des devenirs. Ils font des choses. Ils sont plus les mêmes après qu'avant. Plus les mêmes. C'est extraordinaire, Moi, j'ai encore écouté, là, ce midi, là, il va falloir que je referme les parenthèses, mais j'ai encore écouté cet après-midi, il y avait, c'est cette très bonne émission, il n'en reste plus beaucoup, sur France Culture, qui s'appelle Les Pieds sur Terre, et était interviewé un gars qui avait été sous-préfet, qui avait été qui avait été chef de cabinet, directeur de cabinet d'un préfet, puis qui avait été engagé dans les tâches de maintien de l'ordre, mais donc côté matraque, vous voyez quoi. Et le type est devenu gilet jaune, il a été retourné comme une crêpe. Retourné comme une crêpe. Il n'est plus le même. Bon, c'est très très beau, des choses comme ça. C'est très très beau. Donc voilà, alors ce qui se passe dans un mouvement, c'est des choses comme ça, puis il y a autre chose aussi. C'est qu'au début, si vous voulez, on saisit un paysage de colère qui est à l'état fragmenté, qui est à l'état d'archipel. Ça gueule dans des coins différents qui ne se connaissent pas, chacun gueule dans son coin, etc. Puis au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, ça commence à se rapprocher,
Et là, il se passe un sale truc pour le pouvoir, c'est que l'archipel percole, en quelque sorte. Vous voyez, les points commencent à se connecter. Ah, et dans ce phénomène de coalescence, les gens se rencontrant, mettant en commun leur colère, ils s'aperçoivent, un, qu'ils ne sont pas tout seuls, et deux, dans ce mouvement même de rejonction, ils sont appelés à passer des crans en généralité. Ah mais alors, si vous êtes en colère comme nous on l'est, comme eux le sont, c'est qu'il y a des raisons communes. Et c'est pas faux. Et ces raisons communes, on commence à creuser et on commence à les déterrer. Et c'est comme ça que se fait la montée en généralité. Et c'est comme ça qu'elle se fait, l'éducation politique à très très grande vitesse dans les mouvements. C'est la raison pour laquelle, quand l'une des personnes m'interroge et dit au vu de la faillite des partis et des syndicats, quelle solution voit-on pour faire émerger des cadres politiques du peuple, je dis le mouvement politique et social. Et les cadres émergent tout seuls. Alors là, vraiment, il n'y a pas besoin de recréer une école. Hein. Ça monte tout seul. Il y a des personnalités, on les voit. Puis d'abord, il n'est peut-être pas utile d'en rester à l'idée de personnalité, mais je veux dire, c'est un grand mouvement de translation intellectuelle et politique générale. Aucun problème avec les cadres. Bloc 4 ? Bloc 4. Bloc 4. Alors, on attaque truc sensible. Alors... Première question. Supposons que le peuple se soulève et balaye les institutions actuelles en profondeur. Le nouvel État qui surgira, après une inévitable période de transition, aura tout de même besoin d'une police. D'une police probablement très différente de celle d'aujourd'hui, mais d'une police quand même. Comment la former, sinon en réutilisant les policiers actuels? Dans le cas contraire, que faire de ces policiers aux compétences souvent limitées à leur mission? Cantonnier. Par ailleurs, le chemin que prennent les choses est celui d'un affrontement avec la police, entre parenthèses actuelle, placée en gardien, en dernier ressort des institutions du capital. Si l'on place la police hors du peuple, ne prend-on pas le risque d'un affrontement encore plus brutal? Ne vaudrait-il pas mieux l'affaiblir de l'intérieur dès aujourd'hui, en l'affectant positivement, tout entière ou au moins des parties, et en répétant que leur camp est celui du peuple? La sédition de la police, on va probablement franchir des frontières, si elle est encore possible, n'est-elle pas le moyen le plus sûr et pacifique d'aboutir à la bascule et de garantir la suite? Dans votre dernier livre, vous identifiez ce que vous nommez le bloc État, police, médias, finances. Et plus loin, bas de page 180, à propos des enjeux auxquels aurait à faire face un mouvement de renversement du capital, vous dites « Les urgences simultanées d'un tel gouvernement de renversement sont celles d'un double arraisonnement immédiat, de la finance et des médias du capital. Quid donc de la police identifiée plus haut? N'aura-t-on pas justement un problème de conflit direct avec la police lors d'un tel mouvement? Je sais pourtant que, pour vous citer, vous ne vous racontez pas d'histoire sur ce sujet-là et vous avez très précisément identifié, notamment dans votre discours « La révolution ne sera pas un pique-nique d'une étroite ligne de crête », le besoin de l'organisation, voire de l'armée, entendu dans un sens potentiellement révolutionnaire, pour opposer une force d'égale intensité à celle qui ne manquerait pas de s'exercer en retour, et à commencer par celle de la vraie armée. Pourquoi donc ne pas, ou ne plus, en faire mention dans ce dernier ouvrage? Est-ce un simple oubli, ou considérez-vous que le problème principal réside désormais bel et bien avant tout dans le couple finance-média, plus que dans le triptyque finance-média-police? Alors non, c'est pas un oubli au sens d'un laps. C'est que c'est une matière que je ne connais pas très bien, que je commence à explorer et avec laquelle je suis moins à l'aise que lorsqu'il faut parler des conséquences économiques ou financières d'une percée gouvernementale de gauche, si jamais il y en a une. Non, je suis très conscient de cette chose-là, hein, mais je ne sais pas encore très bien comment l'attraper. Alors la question précédente, en fait, est double. Ben, évidemment, elle est très accrochée à celle-là. Hein. Comment ça se passe avec la police dans le mouvement de la transition révolutionnaire, si on peut l'appeler comme ça? Et qu'est-ce qui se passe après? Bon, ce qui se passe après, oui, c'est toujours un peu compliqué, hein, ces histoires. Les solutions historiques hésitent entre la purge et la réintégration un peu honteuse. Et là aussi, je n'ai pas de grandes connaissances sur le sujet. Je vois bien que les avantages de l'une sont les inconvénients de l'autre et réciproquement. Sur la situation actuelle de la police et le type de contraintes que ça pose à un mouvement et les solutions qui sont suggérées par mon questionneur,
Je ne suis malheureusement pas complètement d'accord avec lui. Moi, bon, c'était pas dans, si vous voulez, c'était pas dans mes questions, ça, moi, la police. Bon, et il y a 4 ans, oui, nuit debout, 4 ans. Forcément, c'est rentré dans mon paysage de réflexion, d'expérience. Bon, on s'en souvient. Enfin, tous les gens qui ont manifesté contre la loi travail. Et en réalité, pour moi, le moment de bascule, c'est la manif du, je ne sais jamais si c'est le 29 octobre ou le 29 novembre 2015, 29 novembre, je crois, pour la COP 21, où là, si vous voulez, l'état d'urgence à peine voté, on a vu quelles étaient ses réelles finalités. Hein, tenir en respect les opposants politiques. Bon. C'était très très impressionnant, hein. Donc NASA aurait pu, etc. Gazage d'importance. Enfin bon, c'est là que ça a commencé. Alors d'autres que moi font remonter le moment de la bascule à la manifestation pro-palestinienne de l'été 2014. Alors, moi, j'étais pas à Paris à ce moment-là, donc je l'ai pas faite, mais ça me semble une généalogie qui se tient. Et donc là, nous, évidemment, avec les Gilets jaunes, on commence à prendre l'entière mesure du problème. Il y a un corps étranger dans le corps politique, dans le corps social, et ce corps étranger, c'est la police. Qui est un corps qui est entièrement autocentré, replié sur lui-même, en proie à un syndrome obsidional et qui vit de sa vie propre, en totale autonomie. Je veux dire, la police est tellement coupée du reste de la société qu'elle n'est même plus en état d'apercevoir les solidarités objectives qui pourtant devraient l'unir à ceux qu'on l'envoie matraquer. Donc ça, et là, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est produit et qui est tout à fait impressionnant. Car en réalité, la police émarge au nombre des secteurs maltraités, des secteurs professionnels, des secteurs de la société maltraités par 3 décennies de néolibéralisme et superlativement par le gouvernement Macron. Bon, il y a qu'à voir délabrement des lieux, suicide, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, formellement, à l'aveugle, c'est la même symptomatologie que chez les profs, les hospitaliers, etc. Je veux dire, rien que de dire la chose comme ça rend le truc presque scandaleux d'incompréhension. Mais là, il y a une espèce de refermement dogmatiquement armaturé autour d'idées extrêmement sommaires, mais puissamment opératoire, j'ai l'impression, sur le thème de la mission défendre l'État, défendre les institutions, c'est-à-dire de phrases qui littéralement ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire, défendre l'État, défendre les institutions. L'État, je veux dire, il persévère dans son être. Les institutions, de toute manière, toute l'histoire nous l'atteste, elles sont faites pour être changées. Et c'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie, ça c'est bien certain. Donc là, il y a quelque chose, et de sorte que, à la fin des fins, ne règne plus que la confusion entre défendre l'État et défendre les occupants de l'État. Mais c'est pas la même chose. Or, c'est ça que fait la police. La police défend les occupants de l'État. La police défend des gouvernements temporaires, éphémères, etc. Mais la chose, si vous voulez, c'est autonomiser dans les têtes policières, notamment dans les étages supérieurs de la hiérarchie, comme une espèce de finalité, enfin c'est un peu oxymorique ce que je veux dire, mais une espèce de finalité intransitive. On défend l'État pour l'État, les institutions pour les institutions, peu importe ce que ça fait, c'est pas le problème, je veux dire, on les défend, etc. Bon, ça c'est un pli, somme toute, très, très connu, quoi, qui est la préférence générique et intransitive pour l'ordre, quel que soit l'ordre. Et donc, en effet, dès que l'ordre est chahuté, la police se sent dépositaire de sa défense. Bon, donc, effectivement, elle n'est pas l'amie des processus révolutionnaires, en général. Hein. On a déjà constaté ça auparavant. Alors maintenant, quant à savoir quoi faire avec cette police,
Une fois dit d'ailleurs, parce que je voudrais rajouter que il me semble, mais là il faudrait demander à des sociologues de l'institution policière qui sont sans doute bien plus savants que moi, mais moi il me semble qu'il y a une exploration sociologique de l'institution conduirait nécessairement à mettre en lumière le rôle incroyablement toxique des syndicats de police. Je me souviens de ces années, c'est fini d'ailleurs, on l'observera, où la presse de droite faisait des gorgées chaudes sur la cogestion syndicale du ministère de l'Éducation nationale. Mais comparé à la cogestion syndicale du ministère de l'Intérieur, c'est une énorme blague. Surtout quand vous avez un pantin comme Castaner à la tête, quoi. Vous voyez, donc les syndicats font ce qu'ils veulent avec Guignol. Donc c'est très impressionnant. Bon, et les syndicats tiennent parce qu'ils ont conquis un pouvoir dans l'institution tel qu'ils peuvent se poser auprès de leurs troupes comme pourvoyeurs de bénéfices matériels. La mutation ici, l'augmentation là, le truc, le machin, le je sais pas quoi, le centre de vacances, enfin les conneries habituelles, quoi. Et si bien que on peut pas exclure l'hypothèse que pas mal de policiers adhèrent, pour ces raisons-là, adhèrent à des syndicats dont ils ne partagent pas complètement les plis, les orientations idéologiques. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment très, très problématique. Alors maintenant, quant à qu'est-ce qu'on fait avec la police actuelle, moi, si vous voulez, on se trouve là reconduit à une alternative que je connais bien, parce que le front, si vous voulez, le front de la controverse passe à l'intérieur de l'ultra-gauche. Donc, en particulier, si vous voulez, c'est l'alternative entre la position d'Éric Hazan, qui crânement tient sa position minoritaire au milieu de nous tous, et nous tous qui disons autre chose, et Éric, lui, dit quelque chose à quoi je ne suis pas insensible quand même, bon, voilà, il dit non, il faut arrêter de taper sur les flics. Il ne parle pas de taper physiquement, mais enfin, quoique ça doit être une conséquence de ce qu'il dit, mais il faut arrêter avec tout le monde déteste la police. Non, il faut plutôt faire la police avec nous. Donc il a une position qui est pasolinienne, mitigée de rationalité stratégique. Alors jusqu'où va cette rationalité stratégique? C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Je dois vous dire que j'ai du mal à résister à mes propres affects, qui m'emmènent plutôt vers la ligne tout le monde déteste. Voilà. Alors, cependant, comme je suis un bon garçon, je travaille à une motion de synthèse radicale socialiste. Et donc, je suggère que l'alternative peut être dépassée dialectiquement. La police peut finir par céder, mais à condition qu'elle ait été sacrément mise sous pression avant. Si vous voulez, je pense que le langage de la solidarité d'intérêt, quasiment le langage de la solidarité de classe, ne peut plus rentrer dans ses têtes. Il y a peut-être une époque où ça pouvait, je ne sais pas, je n'ai pas de recul historique là-dessus, il y a peut-être une époque où ça pouvait, mais maintenant ça ne peut plus. Ça ne peut plus parce que l'institution n'en finit pas de prendre des mauvais plis. Elle prend des mauvais plis syndicaux, elle prend des mauvais plis, je ne sais pas comment dire, un peu un barbarisme conceptuel ce que je veux dire, mais je le dis quand même, elle prend des mauvais plis psychiques collectifs. Quand les institutions de la violence lâchent la bride aux individus qui les occupent et qui ne sont pas là par hasard, qui y sont venus, peut-être pas pour tous, mais pour bon nombre d'entre eux, probablement parce qu'ils avaient une sorte d'inclination à la violence, dont ils trouvaient que l'institution policière leur offrait des solutions d'assouvissement, somme toute, intéressantes. Lorsque on en est là et que la hiérarchie n'en finit plus de laisser aller, alors forcément, ça s'incruste, comme un nouveau pli, comme un faux pli, comme on dit. Enfin, là, il est vrai, je ne sais pas, un vrai faux pli, un pli induré, profond, etc. Et pour les faire revenir de ça, parce que là, ils y ont goûté, et ça leur a plu. Je veux dire, vraiment, ça leur a plu. Donc pour les faire revenir de ça, ça va être coton. Voilà. Alors moi je me souviens par exemple, puisque la deuxième question a dit alors mais oui parce qu'il parle de l'armée. Est-ce qu'il ne va pas y avoir l'armée aussi? Moi je suis pas si, peut-être je me trompe parce que je connais encore moins l'institution militaire que l'institution policière. Donc je risque de dire des énormes sottises, mais très intuitivement, je suis un peu moins pessimiste avec l'armée qu'avec la police. J'ai l'impression que c'est des gens plus raisonnables. Alors évidemment, elle est aussi, je veux dire, je pense qu'il y a
qu'elle est travaillée par ces courants de fascisation, comme ça, c'est... Vous voyez, les sondages ont été faits sur les orientations électorales de l'appareil de force interne et externe. Je sais pas, il y a des casernes autour de Versailles. Je vais vous dire, le score Le Pen, ouïouïouï, ça fait mal. Mais vous voyez, par exemple, en Égypte, l'armée met crosse en l'air. C'est la police qui est haïe par la population, qui va essayer de tenir jusqu'au bout du bout. Et puis qui va céder à la fin quand les gens commencent à rentrer dans les commissariats et à y foutre le feu, quoi. Donc c'est une vraie révolution, même si on sait qu'elle n'a pas très, très bien tourné. Comme souvent, il y a des choses auxquelles il faudrait peut-être penser. Moi, je ne sais pas, c'est une piste, je ne l'ai pas parcourue, je ne sais pas jusqu'où elle va. Mais il faut que le peuple ait sa force armée. Ça s'appelle la garde nationale. Pendant la Commune, c'était ça. C'est la garde nationale. Bon, alors, tiens, un autre cas de révolution, c'était la révolution iranienne. Alors, indépendamment de tout ce qu'on peut en penser, le nouveau pouvoir théocratique iranien monte sa propre force armée. C'est les passedarans. Parce que précisément, il se méfie de l'appareil qu'il hérite du Shah. Bon, puis les passedarans, vous avez vu, c'est devenu à son tour un État dans l'État. C'est devenu une espèce d'institution colossale, autonome. Mais ça, c'est la merdouille éternelle des institutions. Donc c'est une autre question. Alors, on change de thème pour le salariat, l'économie. Première question. Dans une alternative dans laquelle le salariat et le capitalisme, entre parenthèses privé ou étatique, n'existent plus, comment imaginer conduire des projets d'infrastructure majeurs ? Comment attirer et conserver suffisamment de travail humain, entre parenthèses des milliers d'ouvriers qualifiés, et d'argent, entre parenthèses les milliards pour acheter des matériaux à l'étranger et payer les travailleurs, sans salariat ni endettement ? Si l'on envisage les conditions de réalisation d'une alternative à l'ordre néolibéral, il va se poser la question de la logistique, c'est-à-dire du fonctionnement concret des réseaux technologiques qui font tourner notre société. En effet, l'ordre du monde tel qu'il est repose sur un capital matériel massif, formé d'ordinateurs, de réseaux de communication, mais aussi de réseaux électriques, d'alternateurs, de machines-outils, de pièces de rechange en aciers spéciaux, d'huile de vidange, de graissage. Bref, d'une multitude de produits industriels de haut niveau ou absolument triviaux. Dans nombre de cas, les éléments chimiques raffinés au brut ne sont plus disponibles chez nous, les gisements étant épuisés, ou considérés comme non rentables. Les savoir-faire pour les extraire ou les purifier ont alors disparu et ne peuvent être réappris rapidement. Il résulte en effet d'apprentissage par essai et erreur, souvent dangereux et par des savoirs tacites conservés par les corps professionnels les produisant. Dans un nombre non négligeable de cas, il est difficile de revenir sur un progrès technologique, car il ne s'agit pas simplement d'un confort aisément substituable. Songeons par exemple aux appareils d'IRM, dont la technologie repose sur l'utilisation de bobinages supraconducteurs, utilisant des cryostats à hélium liquide. Dans ce cas-là, prenons l'exemple de la production d'hélium. La production d'hélium, comme vous le savez, donc, est extrêmement concentrée. Les deux principaux producteurs sont les États-Unis et le Qatar. Ce dernier extrait avec des usines 25% de la production mondiale de cet élément. On voit donc le problème qui surgit. Comment ne pas être pris dans les grandes stratégies de l'hégémon mondial américain ou des wannabes hégémons comme la Chine ? Comment ne pas se perdre dans une stratégie impériale pour sécuriser l'approvisionnement en ces éléments stratégiques ? Comment non plus ne pas être piégé par des corps techniciens dont les compétences souvent complexes et difficiles à acquérir se retrouvent concentrées dans certaines classes sociales qui ont ainsi un moyen efficace de pression contre des changements radicaux les concernant. J'espère bien. Non, là, c'est des questions qui mettent dans le dur parce que, vous voyez, on peut faire de la philosophie politique, convoquer l'histoire, mais à un moment, il faut faire tourner la boutique donc, et revenir à ce genre de choses. Il y avait, il y a une semaine, toute une journée d'études qui a été organisée par lundi soir, la vitrine universitaire rutilante de lundi matin, sur la question de la technique qui, ceux qui l'ont lu le savent, est chère à la pensée du comité invisible et à raison. À raison. Alors, je prends les deux questions dans l'ordre. La première est la plus facile en réalité. Comment attirer et conserver suffisamment de travail humain et puis d'argent sans salariat ni endettement. Alors pour ce qui est d'attirer et de conserver du travail humain, moi je serais tenté de dire que le problème n'existe pas. Le problème n'existe pas. Ce problème-là, si vous voulez, consiste... Alors, c'est une libre interprétation, je ne voudrais pas faire porter ça à la personne qui m'a
qui m'a posé la question. Mais je me suis demandé si ça ne consistait pas à projeter sur les salariés ordinaires les immondes petits chantages des diplômés qui se croient indispensables. Vous voyez ? Ah non mais retenez-moi, sinon je m'en vais. Alors là, mon beau cerveau va partir à l'étranger, et puis vous serez bien embêtés. Non, il ne se passera pas ça. Les salariés ordinaires ont le désir de faire leur travail dans des conditions décentes. C'est ça qui est, d'ailleurs, c'est ça qui est absolument incroyable, incompréhensible presque. Ce goût du travail bien fait, dont je comprends qu'on pourrait dire, en prenant une position de surplomb, c'est le comble de l'aliénation, etc., etc. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas faire justice à la chose non plus. Bon, vous voyez, c'est une question compliquée. Mais ce goût du travail bien fait, là où on est, dans les services publics, dans l'entreprise, mais je pense que les salariés ordinaires en sont pénétrés. Ce qui les ravage, c'est le management néolibéral qui salope tout, qui saccage tout, qui détruit le travail, qui leur fait faire de la merde. Vraiment, qui leur fait faire de la merde. Et ça fait souffrir les gens. Ça fait souffrir les gens, je veux dire. Donc, libérez-les de ça, ils travailleront, ils feront ce qu'ils ont à faire dans la division du travail. Alors, évidemment, je veux dire, là aussi, il y a plein de problèmes. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire on réimporte la division du travail telle qu'elle, parce qu'il y a des places sympas, il y en a des moins sympas, etc. Donc, ça se repense aussi un remaniement de la division du travail. Mais là, ce n'est pas l'objet de la question. Je veux dire, les gens continueront à s'activer et à structurer d'eux-mêmes une division du travail. Quant à la question de l'éventuel défaut des capitaux, alors là, je vais ressortir mon friot de base. Comme je le fais, moi, maintenant, chaque fois que je suis de sortie, je pense que je vais demander un pourcentage. Je ne vois que ça. Parce que franchement, là, bon... Non, mais c'est ça qui est formidable dans son truc. Là non plus, la question ne se pose pas. Donc, le premier exemple de Friot, c'était, mais regardez le colossal investissement qui s'est fait au lendemain de la guerre pour faire surgir de terre l'hôpital public, avec des équipements très lourds, des blocs, de la radio, et puis des IRM, tiens, on va en parler, donc des cryostats à l'hélium, liquide, pardon. Vous voyez, des choses comme ça. Et tout ça, c'est fait, mais sans le moindre recours au crédit bancaire, ni à la levée de fonds sur les marchés de capitaux. Simplement par le financement, par la cotisation. Et c'est cette expérience historique absolument remarquable que Friot se propose de généraliser, et qui, à mon avis, est en effet généralisable. Et comme le savent ceux et celles d'entre vous qui l'ont lu, c'est à la caisse économique qu'il appartient, pour la proportion de cotisation qu'elle reçoit en dotation comme ressource, c'est à la caisse économique, dans son réseau d'agences locales, parce qu'évidemment c'est localement que ça se décide, ce genre de choses, de pourvoir au financement des infrastructures et des investissements. Alors après, il y a la question d'après. Bon, je me suis un peu moqué sur les cryostats à hélium liquide, mais je dois vous dire que quand j'ai lu pour la première fois la question, j'en suis resté un peu sonné et j'ai mis dans la marge « question terrible ». Et c'est vrai qu'elle l'est. Franchement, c'est vrai qu'elle l'est, parce que là, si vous voulez, ça vous reconduit en 2 temps 3 mouvements à quelques réalités un peu difficiles à avaler. Or, il y a des choses qui sont dites dans cette question qui sont extrêmement justes. La grande dynamique du néolibéralisme, qui a été aussi une dynamique d'approfondissement considérable de la division internationale du travail, avec l'internationalisation des chaînes logistiques, etc., le développement d'innovations de produits qui appelaient des consommations intermédiaires ou des matières premières venant des 4 coins de la planète, etc., etc., ça crée une situation de dépendance de fait, mais qui, enfin, je veux dire, c'était, c'est à la fois une des intentions philosophiques et une des intentions politiques du néolibéralisme. C'est de créer cette dépendance à l'échelle internationale pour produire des effets de cliquet, n'est-ce pas, des effets d'irréversibilité. Lorsque vous êtes rentré là-dedans, allez faire machine arrière, quoi. Ah bah oui, on n'aura plus les terres rares, on n'aura plus notre iPhone 12. En gros, c'est ça. Mais il n'y a pas que l'iPhone 12 qui nous manquera, il y a d'autres choses, donc l'IRM dit ce questionneur. Et cette difficulté risque d'être d'autant plus aiguë qu'il ne faut pas se tromper. Un pays qui se lancerait dans une expérience politique, économique et sociale, comme celle dont nous parlons depuis le début de cette soirée, serait assuré de rencontrer
une hostilité gigantesque de la part des pays environnants qui n'auront pour seul désir que de faire échouer cette expérience, de lui faire mordre la poussière. Bon, alors, comment on fait là-dedans? Est-ce qu'on peut faire retour à une forme de production, certes sur un espace assez grand, l'espace de la France, mais dans une forme d'autarcie? Ça paraît difficile. Alors effectivement, commercer avec les États-Unis, oula, oui, ça va devenir très très chaud. Les Chinois, moi je suis moins pessimiste. Je pense qu'il y a... la grande différence avec les États-Unis, c'est que ça, c'est un hégémone en devenir. Alors là, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Mais j'ai l'impression que c'est un hégémone qui n'est porteur d'aucun agenda idéologique, à proprement parler. Et pour cause, hein, il est suffisamment dans la mélasse, vous voyez, avec ses affaires à lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est capitaliste à outrance, mais on continue de soutenir qu'on est un régime communiste, etc. Donc c'est un peu la merdouille. Hein, mais donc ça ne porte pas non plus, vous voyez, à l'évangélisation claire et nette. Bon, en tout cas pour un moment, quoi. Donc voilà, c'est un hégémone qui est porteur d'une pure logique de puissance. Comme ça, et c'est tout. Alors maintenant, je me suis raccroché de justesse, parce que la chose à dire de toute manière, mais ça, on ne la répétera jamais assez, hein, c'est qu'une expérience de sortie du capitalisme, ou même, allez, simplement de sortie du néolibéralisme, c'est une expérience qui se payera à quelques degrés d'une réduction du niveau de vie matériel. Il faut le savoir, il faut le dire, là aussi. Il ne faut pas que les gens soient pris de court. « Ah, mais vous nous aviez dit que... » Mais on veut l'iPhone 12 quand même, attendez. Non, tout ne va pas être possible. Je ne parle même pas de la surdétermination du problème par les considérations climatiques. Hein. Non, ça, vous n'allez pas pouvoir continuer de changer de bagnole tous les 3 ans, de téléphone tous les ans, etc. Et que le pôle regèle, le trou de la couche d'ozone se referme... et que les oiseaux reviennent. Non, ça, là, il y a des incompatibilités, il va falloir choisir. Et puis, à la fin, je me suis raccroché comme à une planche de salut à cette histoire d'IRM. Parce que ça me fait dire ceci. Si vous voulez, dans la sorte de transition qu'on envisage dans notre discussion, il y va quand même d'une bascule globale, n'est-ce pas? C'est toute une forme de vie qui se trouve remaniée. Et en particulier, je veux dire, tout ce qui engage des considérations liées à la santé, à la maladie et à la médecine. Parce que c'est bien l'IRM à cryostat d'hélium liquide, mais si vous voulez, si on dit « Ah, il faut le capitalisme pour avoir l'IRM à cryostat machin chose ». Oui, très bien, mais pour repérer le cancer que le capitalisme nous file. Donc, si vous voulez, mais c'est toujours comme ça hein, avec le marché. Le marché crée les problèmes, puis il arrive, il dit « Hop !» j'ai la solution. Mais dans tous les domaines, c'est vrai dans la finance, les marchés à terme. Les marchés à terme, hein, c'était un truc, c'était une couche supplémentaire de marché créée, soi-disant, pour résorber la merdasse des couches du dessous. On a vu le triomphe que ça a été. Mais oui, en effet, je veux dire, si il nous faut plein d'IRM pour diagnostiquer plein de cancers du capitalisme, peut-être qu'on pourrait en rabattre sur les deux fronts simultanément et que ça serait pas si mal. Alors je le dis de manière un peu plaisante et pas très articulée, mais tout de même, le capitalisme nous empoisonne. Moi, je veux dire, d'ici 15-20 ans, on commencerait à voir un recul de l'espérance de vie dans les grands pays développés. J'en serais pas autrement surpris, peut-être même avant, allez savoir, peut-être même avant. Bon. Donc, il y a un grand chantier, c'est un grand chantier intellectuel à ouvrir. Comme il est médecin, moi, j'aurais beaucoup voulu que ce soit Éric Hazan qui le fasse, puisqu'il a la compétence médicale, l'armature politique, il faut mettre les deux ensemble. Un truc où, vraiment, on commencerait à repenser ce que c'est que la santé et la médecine dans une société non capitaliste. Parce que vous voyez bien, l'eau qu'on boit est pourrie, l'air est immonde, on bouffe de la chimie, etc. Mais s'il y a un changement de vie qui est vraiment celui que nous envisageons, il y a quand même des choses qui changent considérablement. Je veux dire, on n'est plus en burn-out permanent. Ça fait des différences, hein, n'est-ce pas? Dans nos manières dans la façon dont nos corps vivent. Ça fait des différences. Et puis pourquoi ne pas... Moi, ça, c'est un truc vraiment pourquoi ne pas réinventer, vous voyez, toute une série de couches intermédiaires entre les individus
bien portant mais parfois malade, et puis l'institution médicale hardcore, quoi, où on va à l'hôpital, etc. Mais il y a plein de choses qui, je veux dire, qui participent de l'hygiène de vie, l'automédication. C'est un savoir, ça aussi. Un savoir qu'évidemment, on ne nous enseigne pas, bien sûr. Et pour cause, il faut nous laisser dépendants au maximum de tout. Je veux dire, il faut nous laisser incapables. On ne peut plus réparer sa bagnole, on ne peut plus réparer son vélo, il faut aller machin. Et bien pareil, pour se soigner, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose, me semble-t-il, à repenser dans sa globalité. Et ça serait bien que ce soit un chantier qui s'ouvre. Voilà. Alors, on change complètement. Je ne parle pas à la première personne. En m'appropriant votre grille de lecture spinoziste, ou du moins ce que j'en ai compris, à savoir que la multitude exerce une puissance sur elle-même, qui se cristallise dans l'institution et est captée et utilisée par la suite par des corps, entre parenthèses sociaux ou humains, impeccable, pour parvenir à leur fin, entre parenthèses, je résume. Bah oui, mais bien. J'en suis venu à m'intéresser à la monnaie comme institution, au sens de ce cadre théorique, car c'est l'une des institutions les plus fondamentales des sociétés humaines. Sur le sujet de l'euro, je ne vois pas un corps social, mais bien 19. Et je n'arrivais pas à faire rentrer une institution commune à 19 corps sociaux séparés dans le cadre théorique de la potentiam multitudinis. Si vous avez une explication, ne vous gênez pas. Mon intuition était que ce que l'on appelle l'euro n'existe pas vraiment. On parlait de la pilule rouge. Qu'il s'agit fondamentalement de 19 monnaies s'échangeant à 1 pour 1 dans un système de coordination avec à sa tête la BCE. Pour ça, il existe plusieurs indices. Premier indice, les banques privées ont toujours leur compte de réserve au sein de leur seule banque centrale nationale. Deuxième indice, la seule chose logée au sein de la BCE sont les comptes Targets 2 des BCN. Troisième indice, les bons du trésor de chaque pays, achetés au travers du programme OMT, sont achetés et détenus par chaque BCN. Toutes ces petites choses et quelques autres semblent pointer le fait que les BCN ont gardé tout leur pouvoir de création monétaire et confirment mon intuition. Ma question pour vous est donc, si l'on admet que l'euro n'est qu'un système de coordination technocratique, est-ce que la mesure prioritaire d'un gouvernement de la vraie gauche, en prévision du point L à venir, ne serait pas de prendre le contrôle plein et entier de la Banque de France et d'avoir quelques personnes capables de le faire techniquement? Et surtout, la sortie de l'euro ne serait peut-être, dans ce cas-là, plus une absolue nécessité. Alors, prémisse impeccable, conclusion 1, non, conclusion 2, oui, ou l'inverse, conclusion 1, oui, conclusion 2, non. Alors, les prémices, bon, je veux dire, c'est une question vraiment remarquablement articulée, hein, ça fait vraiment très, très plaisir. Sur le sujet de l'euro, je ne vois pas un corps social, mais bien 19, pareil. Pareil, bon. C'est bien le problème, d'ailleurs. Il y a 5-6 ans, dans un livre sur la construction européenne, il y avait un excursus au milieu dont le titre était « Un peuple européen est-il possible ?» Point d'interrogation. Pour l'heure, en effet, il n'y en a pas. Alors là, j'en suis intimement persuadé. Ce qui ne veut pas dire que la réponse à la question est non nécessairement. Hein. Mais le drame actuel, si vous voulez, c'est que la constitution du peuple européen, plus exactement la pensée de la constitution d'un peuple européen, est laissée à deux sortes de dingues. Il y a les dingues de la monnaie qui pensent on fait la monnaie et alors le peuple arrive derrière, merci. Et il y a ce que j'appellerais les dingues de la morale ou du moralisme, c'est-à-dire qui voient bien que ça ne se passe pas, la monnaie ne suffit pas à faire un peuple européen et qui prêchent, qui disent mais, italien, allemand, français, machin, mais aimez-vous les uns les autres, merde, et faites un peuple. Bon, alors évidemment ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et là, c'est si vous voulez, c'est cette irrémédiable indigence intellectuelle de cette position qu'on peut appeler le moralisme en politique. Je me souviens, c'est dans un entretien il y a quelque temps autour de son livre sur la bêtise, Bégodeau parlait de ça, de cet art du moralisme qui est vraiment impropre d'une certaine bourgeoisie de gauche. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut donner le concept. Oui, il faut donner le concept. Qu'est-ce que c'est que le moralisme politique? Comme le moralisme en général. Le moralisme politique consiste en les pures positions de principe, les positions de principe pures. Je veux dire, des positions de principe qui sont systématiquement coupées de toute analyse de leurs conditions d'effectuation concrète.
Alors donc vous pouvez affirmer des principes, hein, ça ne coûte pas cher. Ah oui, ça permet même de prendre des postures avantageuses. C'est surtout ça. Hein. Le bénéfice principal du moralisme en politique, c'est soyez européens, soyez pas dans le repli national, bon sang, enfin, etc., etc. Alors malheureusement, c'est ne pas penser les conditions de possibilité, ne pas penser les conditions d'effectuation concrète, ça voue à cette espèce de sautillement grotesque et pénible, il faut le dire, des moralistes qui, comme vous le savez, tiennent le haut du pavé dans le débat politique et médiatique. Or, si on se penche sur la réalité des processus historiques de constitution des corps politiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses qui ne sont pas jolies, n'est-ce pas? Parce que oui, les corps politiques, ça se constitue, l'histoire n'arrête pas de nous montrer ça. Spinoza écrit dans le traité théologico-politique, la nature ne crée pas de nation. C'est vrai, la nature ne crée pas de nation. C'est des créations historiques, c'est des compositions passionnelles collectives qui produisent des nations, n'est-ce pas? Puis des fois qui les défont aussi, hein, il y a ça, hein, ça existe. Bon, quels sont les processus de constitution des corps politiques dont l'histoire nous a donné quelques illustrations? C'est-à-dire les processus de constitution d'un certain homogène à partir de l'hétérogène, n'est-ce pas? D'une certaine unité à partir du divers. Bon. Mais regardez dans le cas de la France, on sait bien comment ça s'est produit, l'unification des provinces françaises en un État-nation. Ça n'a pas été, ça n'a pas été un dîner de gala, hein, comme dirait le président Mao. La Constitution, je veux dire, cette homogénéisation s'est faite par des moyens d'une brutalité inouïe, par réduction à la poigne de fer de la diversité fiscale, linguistique, métrologique, monétaire, juridique, coutumière, etc. Je veux dire, on a tout passé à l'abrasion. Alors évidemment, on a oublié cette histoire. Et donc, le modus operandi a disparu des esprits, il ne reste que l'opus operatum. Et alors là, avec l'oubli, on peut se gargariser. Le bel État, le bel État-nation, etc. Bah oui, mais les Bretons du XVIIIe et du XIXe siècle, les Vendéens, les Savoyards, ils s'en souviennent encore. Hein. Bon, et le processus de l'unification allemande, de l'unification italienne, c'est pareil. Donc je demande, l'Union européenne est-elle prête à recourir à des moyens de cette sorte pour produire son peuple? Non, me semble-t-il. Alors sinon lesquels? Qu'on nous les indique. Moi je demande à voir. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, encore une fois, puisque précisément, tous ces exemples dont je vous parle ont produit des États-nations d'échelle supérieure à partir de choses qui peuvent s'assimiler conceptuellement à des États-nations de rang inférieur. Donc la production de peuples, c'est possible, on le sait notoirement. Mais je demande qu'on pense un processus politique. Et évidemment, c'est la chose que les moralistes sont le moins capables de faire. Bon, voilà. Et dans l'intervalle, nous restons donc avec 19 peuples européens et une seule monnaie. Et c'est là que je commence à être plus d'accord avec mon interlocuteur qui me dit « Mais non, en fait, on n'a pas une monnaie, on a 19 monnaies qui s'échangent à un taux de change 1 pour 1, etc. » Alors non, quand même, c'est bel et bien une seule monnaie. Là, le juge de paix, si vous voulez, c'est l'acceptabilité. C'est le cours légal. Ça marche. L'euro est reconnu dans tout le territoire où il a cours légal. Et ça, c'est la preuve du mouvement en marchant. Simplement, cette preuve est constamment fragilisée par le défaut de communauté politique, par le fait qu'en réalité, une monnaie n'est réellement stabilisée que si elle est adossée à des institutions, lesquelles institutions ne peuvent être que l'émanation d'une communauté politique constituée, et qu'à défaut de cette communauté politique constituée, en effet, l'euro, la monnaie européenne, qui existe bel et bien, n'en est pas moins fragile. Comme l'a prouvé l'épisode grec. L'épisode grec, c'était ça. L'épisode grec, c'est les conditions de légitimité qui font l'acceptation de la monnaie européenne étaient détériorées jusqu'au point où elles ont failli être complètement détruites dans la composante grecque de l'Union. Voilà. Donc, est-ce que les banques centrales nationales ne pourraient pas reprendre en main la création monétaire sur une base souveraine? La réponse est évidemment oui. Ça peut être fait, mais instantanément. Est-ce que dans ces conditions, la sortie de l'euro ne serait peut-être plus une nécessité absolue? La réponse est non, mais logiquement, enfin, je veux dire analytiquement. Réarmer la Banque centrale nationale, c'est-à-dire l'affranchir du système européen de banque centrale,
Donc de la tutelle de la Banque Centrale Européenne, c'est de fait une sortie de l'euro. Je veux dire, la Grèce en a fait 1000 fois moins. Et vous avez vu ce qu'elle a mérité. Bon, alors là-dessus, en effet, alors je suis content que ce questionnaire rappelle le point L, puisque le point L, c'est le point dont nous avons parlé au début, hein, n'est-ce pas? C'est L comme Lénine. Voilà, c'est le moment où ça commence à prendre un tour un peu bizarre. Mais à la fin des fins, il reste cette chose dont je ne vois pas comment on peut y échapper, qu'il n'est pas une politique progressiste qui ne puisse se donner carrière en demeurant dans le cadre de l'euro. Pas une. Je veux dire, tous ces articles, chacun de ces articles se prendra le mur. Voilà. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Ça fait peut-être un peu partie du point L également.